Bon, moi, je suis un pur produit français, parce que j'ai fait mes études ici. Et le corpus que je mobilise, les ressources et les archives sont essentiellement en français, même si ce qui caractérise peut-être mon approche, c'est ce désir de ne pas être dépendant uniquement d'archives françaises et d'être ouvert à toutes les archives du monde. Mais de fait, les archives sont quand même en langue française, celles qui me sont le plus accessibles. Je suis passé par un certain nombre de villes francophones, assez, assez diverses, des fois même très opposées les unes des autres. Quand j'en parle, il y a Saint-Louis qui revient fortement, je ne sais pas pourquoi. J'ai visité de nuit. C'était assez vide. Il y avait quelque chose, beaucoup du lieu dont on part. Peut-être parce qu'il y a le port, etc. Et je vois beaucoup de blanc, mais du blanc en architecture. C'est ce qui émerge comme ça sur le coup. La question est très intéressante. Je pense que la langue, c'est quand même un peu, c'est de la chair, un peu de l'imaginaire. Et partout où elle est partagée, il y a forcément quelque chose dans l'espace qui se produit. Je n'arrive pas à saisir précisément ce qui se passe dans les villes francophones, mais je suis persuadé qu'il y a forcément quelque chose de moins automatiquement pratique, utile, marchand, certainement, que dans les espaces un peu plus anglophones. Et peut-être aussi quelque chose d'un peu plus, ouais, un peu moins utile, un peu plus qui flâne, certainement, dans les villes francophones. La langue, de fait, structure l'espace de façon non spatiale, c'est-à-dire que vous arrivez dans un environnement où vous êtes accueilli en français, vous êtes mis dans des dispositions différentes que si vous étiez accueilli dans une autre langue. Donc oui, il y a forcément quelque chose de l'urbanité francophone. Elle n'est peut-être pas à chercher directement dans l'espace, mais dans les dispositions dans lesquelles ces lieux vous mettent, parce qu'elles sont travaillées de cette langue-là en particulier. Bon, la ville intelligente, je ne m'autorise pas à la redéfinir. Je trouve qu'il y a une espèce de frénésie à la mettre à toutes les sauces, ce qui ajoute un peu à comment dire, au brouillage et donc qui favorise le déploiement de ce concept, puisque n'étant plus très directement, entre guillemets, défini et reconnaissable, on ne peut pas en isoler la toxicité. Donc moi, j'en reste à la définition, on va dire, classique de la Smart City, c'est de la ville qui est travaillée par les nouvelles technologies, essentiellement par les technologies du digital. C'est ce que moi, j'appelle ville intelligente, et c'est ce que j'essaie d'adresser depuis l'Afrique, en considérant que, comme la dynamique du digital, elle est prise en main par le marché, c'est de chercher le nombre, et que le nombre étant du côté de l'Afrique, cette question de la Smart City va plutôt se jouer sur le continent africain. Et que l'Afrique devrait donc très rapidement prendre position sur cette question de ville intelligente. Pour la ville durable, ce que je fais, c'est que j'ai l'impression qu'elle est abordée de façon très technicienne, comme beaucoup de sujets, hein, de toute façon en urbanisme, depuis l'Occident même. C'est un des problèmes de la question urbaine, c'est qu'on en fait un sujet technique, alors que c'est aussi un sujet culturel. Et donc j'essaie de déblayer un peu des pistes pour qu'on aborde le durable par des détours qui seraient un peu plus de l'imaginaire,
etc., pour voir comment d'autres champs de savoir ou d'autres ordres, d'autres épistémés peuvent aider à mieux atteindre cette ambition du durable. Et en faisant là aussi un détour par l'Afrique, pour ne donner qu'un exemple, je sais par exemple qu'un peu partout en Afrique, on dit que la maison appartient aussi à ceux qu'on n'a pas encore rencontrés, pour dire qu'on ne fait pas maison que pour ceux qui sont là aujourd'hui, mais aussi pour les générations futures. Et donc là, ce qu'on sous-entend, c'est que c'est l'idée d'un contrat intergénérationnel, ce qui me semble être la meilleure définition de la notion de durabilité. Et donc c'est une approche un peu plus détournée, un peu plus féconde de la question de la durabilité qui est proposée, par exemple, dans cette vision du monde. Alors là aussi, je pars d'un biais bon, je suis biaisé dans la démarche, c'est que je pose un peu quand même un a priori qui est de dire qu'il y aurait dans les structures traditionnelles ou les visions du monde de sociétés un peu plus organicistes que j'oppose aux sociétés en guillemets modernes, un certain nombre de leçons qui peuvent nous servir pour adresser les problèmes de notre temps. Et donc je pars de là en fait, c'est cet a priori qui me mobilise dans ma tentation de vouloir régler les problèmes de la ville. Et donc à partir de là, je suis obligé en quelque sorte de savoir ce dont je parle et d'aller regarder du côté de ces sociétés pour vérifier cette hypothèse. Et effectivement, de façon assez constante, et j'arrive à construire quelque chose de cohérent qui valide cette hypothèse qu'il faudrait regarder des sociétés que j'appelle organiques, du côté des sociétés que j'appelle organiques, qui avaient réussi à des échelles certes un peu moindres à produire de la cohérence, pour reproposer quelque chose aujourd'hui dont l'enjeu serait juste de mettre à l'échelle pour qu'il puisse être utile à la ville. L'architecture vernaculaire, c'est la projection au sol des structures sociales, d'où l'intérêt à l'anthropologie. Si vous ne connaissez pas les structures sociales, vous ne maîtrisez pas les subtilités du système politique, de la parenté, de la production matérielle, etc. Tout ce qu'on explore en anthropologie, vous ne saisissez une architecture d'une société située que dans des apparences. Donc vous n'avez accès qu'à du folklore. Mais quand vous connaissez un peu, vous avez cette porte d'entrée, ce que Lévi-Strauss appelle saisir les choses par derrière, vous comprenez tout de suite un peu mieux la complexité de ces projections-là, que sont les architectures vernaculaires. Et la leçon qu'elle nous propose, c'est que donc ce qui est cristallisé dans l'architecture, c'est la meilleure réponse possible à des modes de vie qui elles-mêmes sont pensées pour ne pas être en conflit avec ce qui les dépasse, c'est-à-dire la structure sociale devrait pouvoir tisser idéalement avec la structure biosphérique. Et donc ces installations, généralement, ne sont pas en conflit avec leur cadre de vie. Et le village n'est jamais en guerre avec la brousse. Ce n'est même pas l'opposé de la brousse, le village. Le village n'est pas certes de la brousse, mais il y a de la brousse dans le village, il y a du village dans la brousse, il y a tout un tas de médiations pour que l'ensemble fonctionne de façon cohérente. Avec le basculement à la ville, hein, pour faire très abstrait et très schématique, on a perdu cette chose qui était verrouillée dans le paradigme de ces sociétés, qui est un paradigme un peu plus cosmogonique, etc. Et on a basculé dans une nouvelle forme de paradigme qu'on pourrait appeler le paradigme moderne, qui lui n'est pas attentif à ces subtilités, à ces relations, à ces liens, qui même, selon mon point de vue, est construit sur la désagrégation ou la déliaison
Donc pour régler le problème moderne, en envisageant la modernité comme un processus de déliaison, toute une philosophie de la séparation, il faut remettre du lien, il faut remettre de la liane. Et des modèles existent qui sont donc ces modèles vernaculaires. Alors, ma proposition est beaucoup plus radicale, hein. Moi, je propose qu'on change de paradigme et qu'on prenne acte du fait que le paradigme moderne échoue, hein, à produire des sociétés cohérentes. Et donc, moi, je vais adresser la chose au niveau du paradigme. Et quand c'est adressé au niveau du paradigme, l'ensemble de l'enchaînure des systèmes logiques et des systèmes de gouvernance qui se déclineront, on les assumera. Et donc, dans cette configuration-là, il faudrait voir si la logique du maire, la logique communale, peut se déployer dans autre chose que ce paradigme moderne. Est-ce qu'elle ferait encore sens dans des sociétés à l'échelle ville, hein, des sociétés urbaines vernaculaires? Et si oui, quelle forme elle serait obligée de prendre pour faire encore sens? Ou est-ce que ce serait juste des dispositifs très techniques, essentiellement dérivés de toute la logique d'institution qui ne fait sens que dans la rigidité du paradigme moderne? Donc je n'ai pas tranché cette question. En attendant, évidemment, en attendant que le paradigme soit adressé, il faut agir en technique, en technicien. Et ce que je proposerais aux maires, c'est à leur échelle de favoriser très fortement ce qui me semble être une des portes d'entrée pour régler le problème moderne, la vernacularité, c'est-à-dire d'observer le territoire et ce que le territoire a proposé, et d'une certaine façon de se désinscrire à certains niveaux de la grande cité mondiale. Et de toute façon, si on est en responsabilité sur une commune, c'est pour traiter la commune. Donc, de voir le génie du lieu, ce qu'on appelle en anthropologie le génie du lieu, et de faire du vernaculaire avec les outils qu'on a. Et la possibilité existe aujourd'hui de faire cela sans se couper des autres. Cette possibilité, elle est en potentiel très fortement dans le digital. En réalité, le vrai potentiel du digital, c'est une des paroles que je porte, c'est qu'en réalité, le digital nous tire presque fortement vers un retour à des systèmes très vernacularisés, et que c'est les laboratoires d'innovation sur le modèle de ceux de la Silicon Valley qui le dévient de ce potentiel-là pour le forcer à servir uniquement des systèmes encore très centralisés, très monopolistiques, etc. Donc le meilleur allié des maires aujourd'hui, c'est le digital, pour faire à la fois très local et rester dans quelque chose de tissé. Ce qui me vient à l'esprit est un peu déroutant, mais si je devais vous adresser une carte postale depuis un espace francophone à vous qui seriez à Paris, ça n'illustre pas forcément tout ce que j'ai dit avant, mais quelque chose qui est très proche. Mais je vous enverrai cette photo qui me semble être une des photos de l'année, des deux personnes qui sont arrivées aux affaires récemment au Sénégal, accompagnant l'ancien président. Donc ces deux quarantenaires, tout sourire, avec le vieux, entre guillemets, Macky Sall, l'accompagnant un peu vers la porte, pour dire qu'il y a dans cette épopée-là du président et du Premier ministre actuel sénégalais quelque chose de très... c'est du Alexandre Dumas dans le test, en fait. Ils ont à peine eu le temps d'aller se changer au sortir de la prison, avant d'aller se retrouver directement chef d'État et Premier ministre. Et que c'est une leçon, hein, parce que c'est une vraie révolution populaire et démocratique depuis l'Afrique, de ce qu'est censé être la démocratie. Et je vous l'adresserai à Paris, parce que depuis Paris, on a plutôt été réactionnaire, on n'a pas accompagné ce désir de jeunesse, ce désir du peuple
sénégalais de fermer l'ancien chapitre et de libérer les énergies. Que donc Paris a été plutôt, n'a pas été sur le coup progressiste, mais plutôt réactionnaire. Quand c'est le Sénégal désormais qui, quelqu'un a appelé ça le renversement du monde, incarne peut-être le mieux ce qui semble être les valeurs de cette langue, qui est la langue française.